Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil municipal du lundi 12 décembre 2022 à 20h. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 28 novembre 2022. En 4, déclaration de la greffière et adoption du règlement 21-21, amendant le règlement 2051 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique. En 5, le point 5 va être retiré de l'ordre du jour. Le point 6, modification de la résolution confirmant une subvention versée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. En 7, acceptation d'un ordre de changement pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement. En 8, approbation d'un acte de cession intervenir avec le centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. En 9, approbation des actes de vente et servitudes à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et 92-21-75-12 Québec Inc. et Mme Muriel Gagnon. En 10, approbation d'une entente intermunicipale à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. En 11, approbation de l'addenda 2 à une entente intermunicipale intervenue avec la MRC de Rivière-du-Loup. En 12, approbation d'un addenda 3 à une entente à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. En 13, approbation d'un projet de contrat à intervenir avec Transport Voisin Incorporé. En 14, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club La Meute. En 15, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de patinage artistique Les Arabesques. En 16, confirmation d'une permanence au poste d'agente administrative aux ressources financières du service Finances et Trésorerie. En 17, confirmation d'une permanence au poste d'adjoint au sport du service des loisirs, culture et communautaire. En 18, confirmation d'une permanence au poste d'inspectrice en chef des bâtiments et en environnement du service du développement territorial. En 19, approbation d'un contrat de travail à intervenir avec M. Paul-René Plourde. En 20, confirmation d'une suspension disciplinaire. En 21, confirmation d'une suspension disciplinaire. En 22, paiement des contrats d'entretien de soutien des applications informatiques de la Ville. En 23, approbation de projets d'entente de contribution. En 24, contributions financières versées à différents organismes. En 25, approbation des comptes et salaires de novembre 2022. En 26, confirmation de la participation de la Ville au programme de supplément au loyer pour le projet de conversion du monastère Sainte-Claire. En 27, demande au gouvernement du Québec d'accorder une aide financière aux municipalités pour contrer le contexte inflationniste. En 28, demande d'assouplissement du régime d'assurance-emploi au Canada. En 29, appui à la campagne provinciale Ville et municipalités contre le radon 2022-2023. En 30, période de questions. 31, levé de l'Assemblée. Une proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 28 novembre 2022. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2022. André Beaulieu propose. Elson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, déclaration de la greffière, adoption du règlement 21-21, amendant le règlement 2051 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique. Alors, le règlement 21-21 a essentiellement pour but d'amender le règlement numéro 2051 du 14 décembre 2020 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique, soit le LET, afin d'indexer les tarifs applicables pour les déchets solides provenant d'une municipalité ayant le droit d'accès au LET, ainsi que les tarifs pour les municipalités n'ayant pas le droit d'accès au LET, conformément à l'avis public publié le 21 septembre 2022. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Entre le dépôt et son adoption, une modification a été apportée au règlement, soit au troisième attendu, afin d'y lire le 21 septembre 2022. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et les coûts pour les utilisateurs, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Nous allons donc procéder à son adoption. Attendu l'adoption par ce Conseil du règlement 2051 du 14 décembre 2020 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique. Attendu l'article 64.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Attendu la publication dans le journal Info Dimanche le 21 septembre 2022 des tarifs pour l'année 2023 applicables pour les déchets solides provenant d'une municipalité ayant le droit d'accès et pour les déchets solides provenant d'une municipalité n'ayant pas le droit d'accès au site. Attendu qu'il y a lieu d'intégrer les tarifs au présent règlement. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 28 novembre 2022 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement 21-21 du 12 décembre 2022, amendant le règlement 2051 du 14 décembre 2020 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique. Carl Thériault propose. Elson Lepage appuie. C'est adopté.
Merci. Dans le fond, ce que je peux dire là-dessus, matière résiduelle, là, si on compare à 2022, la tarification, si on veut, cette année, c'était 96 la tonne. Cette année, on passe à 97 la tonne. Au niveau des matières résiduelles contenant de l'amiante, sauf l'asphalte, c'était à 192, on tombe à 194 la tonne. Ça, c'est pour effectivement là, les municipalités qui ont le droit d'accès au lieu d'enfouissement technique. Puis ceux qui ne l'ont pas, bien, écoutez, la tarification l'année passée, bien, cette année, 2022, c'était à 192 la tonne, puis là, ça va monter à 194 la tonne. Fait que c'est un peu ça, là. Je ne rentrerai pas dans tous les détails des points, mais ce qui est important à retenir, c'est vraiment au niveau des matières résiduelles surtout. Fait que c'était ça la tarification. Ça augmente de 1 quand on est membre, puis si on n'est pas membre du LED, si on veut, on n'est pas client, c'est à 194 la tonne. Fait que le point 5, ce que je vous disais, c'était retiré de l'ordre du jour. Ça reviendra ultérieurement. On aura une rencontre là, avec des gens qui veulent partir une SPA dans la région de Rivière-du-Loup. Fait qu'on a reçu des commentaires là, dans les derniers jours là-dessus. Fait qu'il y aura une rencontre avec ces gens-là, puis on reviendra possiblement en début d'année 2023. Le point 6, modification de la résolution confirmant une subvention versée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Attendu qu'une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme Soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, mis en place par le ministère de la Culture et des Communications et adopté par la MRC de Rivière-du-Loup par son règlement 274-1 du 20 janvier 2022, pour lequel une enveloppe budgétaire de 250 000 a été allouée pour les années 2022, 2023 et 2024. Attendu qu'en date du 15 novembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil, dans le respect des critères contenus au dit règlement 274-1, l'octroi d'une subvention pour le projet de restauration des fenêtres abattant en bois et de contre-fenêtres d'origine du 319 rue Fraser. Attendu que les travaux de restauration des fenêtres en bois d'origine respectent les critères du règlement numéro 1387 du 8 septembre 2003 constituant un site du patrimoine dans le secteur du Vieux-Saint-Patrice. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et en conformité avec les critères du règlement 1387 du 8 septembre 2003 constituant un site du patrimoine dans le secteur du Vieux-Saint-Patrice et en conformité des critères contenus dans le programme et à l'entente de fourniture de services intervenus avec la MRC de Rivière-du-Loup pour la gestion du programme d'aide à la restauration en vertu du règlement 274-1 de la MRC de Rivière-du-Loup, autorise le service du développement territorial à délivrer le permis pour les travaux de restauration SUDI, confirme l'octroi d'une aide financière de 14 452 à M. Sébastien Simard pour l'immeuble du 319 rue Fraser afin de procéder à la restauration des fenêtres abattant en bois et des contre-fenêtres d'origine. Que cette résolution abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 553-2022 du 28 novembre 2022 sur le même sujet. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, la modification de la résolution vient du fait que à la dernière résolution qu'on avait faite, on avait mentionné le 219 rue Fraser, puis l'adresse est le 319, donc on vient modifier, mais pour le restant, ça reste la même chose. Monsieur le maire, pour le point 7, comme je n'ai pas pris part aux discussions, j'ai un lien d'affaires avec l'entrepreneur, je me retire, s'il vous plaît. Ça marche, merci. Le point 7, acceptation d'un ordre de changement pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal du service technique et de l'environnement, accepte l'ordre de changement numéro 8 de construction béton 4 saisons incorporée, daté du 29 novembre 2022 au montant de 32 036,04 taxes en su, pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement. Il autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Fait que dans le fond, là, écoutez, avec l'ordre de changement là, de ce soir, le numéro 8, on est rendu à un total de 478 864,90 qui représente 6,75 de frais, si on veut, de contingence. On avait un budget de 10 qui nous amenait à 709 232,44 $. Donc, il nous reste un montant là, pour les frais de contingence de 230 367,54 $.
Puis dans les ordres de changement là, du 32 000, finalement, bon, il y a un ordre de changement, c'était travaux de nettoyage de maçonnerie et rejointement suite à la démolition de l'ancien agrandissement. On parle d'un montant de 4 522,38 $. On avait aussi un ordre de changement de 3 618,84 $, qui était l'ajout d'une surbaisseur de béton et d'isolant sur la terrasse arrière en béton afin de prévoir l'installation de l'œuvre d'art. Ce que je comprends de ça, c'est que c'est un contrat là, qui est avec l'artiste. Nous, on paie le fournisseur, si on veut, puis l'artiste va nous rembourser. C'est à coût nul pour la Ville. Après ça, on avait aussi là, un montant de 9 053,07 $. C'était des travaux complémentaires pour l'ajustement des murets, des niveaux au périmètre du bâtiment, l'aménagement extérieur. On parle de murets, bordures, drains. C'est des choses qu'on fait. Puis le plus gros ordre de changement là-dedans, c'était 12 241,42 $. Dans le fond, on a remplacé 3 pompes neuves qui avaient été installées. Fait qu'il n'y a pas de frais pour la Ville, mais il faut le payer. Puis après ça, on sera remboursé là, pour ce frais-là de 12 000 $. Fait que c'est à coût nul pour la Ville. Fait que ce qui faisait le tour de l'ordre de changement numéro 8. Le point 8, approbation d'un acte de cession intervenir avec le Centre de services scolaires de Kamouraska, Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le projet d'acte annexé à la résolution à intervenir avec le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup concernant la cession du lot 6 472 930 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, situé sur la rue Alice-Savard, en vue de la construction d'une école au parc quartier, autorise le maire et la greffière à signer le dit contrat pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Tel que mentionné dans la résolution, là, c'est pour le terrain de la nouvelle école. Le point 9, approbation des actes de vente et servitudes à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et 9221-7512 Québec Inc. et Mme Muriel Gagnon. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve les actes de vente et de servitude à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, l'entreprise 9221-7512 Québec Incorporé, Mme Muriel Gagnon, concernant les lots 6 523 560, 6 523 561 et 6 523 558, secteur du Quai et rue McKay, et autorise le maire et le directeur général à signer les actes et tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, on avait passé ça, là, ça fait quand même plusieurs mois. Là, c'était le terrain ou le boucaneux dans le secteur du quai de Rivière-du-Loup. Fait que nous, on avait vendu une parcelle de terrain. Si je ne me trompe pas, c'était à Mme Muriel Gagnon, mais il restait une partie à vendre. Puis le ministère des Transports, dans le fond, ne voulait pas transiger directement avec les citoyens, passe par la Ville. Dans le fond, on est comme l'intermédiaire entre le ministère des Transports et ces gens-là. Fait que les terrains seront après ça redonnés à ces deux personnes-là, là, le boucaneux et Mme Gagnon, dans le but justement de faire une fosse septique là, pour les installations sanitaires. Le point 10, approbation d'une entente intermunicipale à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, approuve l'entente intermunicipale de fourniture de services pour l'opération et l'administration d'un réseau de communication régionale d'urgence annexe à la résolution, intervenant avec la MRC de Rivière-du-Loup et les différentes villes et municipalités situées sur son territoire et autorise le maire et le directeur général à signer la dite entente pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Ça représente là, une dépense, si on veut, de 24 960 $ qui est pris à même la cote-part là, à la MRC de Rivière-du-Loup. Le point 11, approbation de l'addenda 2 à une entente intermunicipale intervenue avec la MRC de Rivière-du-Loup. Attendu qu'une entente intermunicipale de fourniture de services en matière de prévention et de sécurité incendie, projet pilote pour la desserte de la Ville de Rivière-du-Loup, est intervenue entre la MRC de Rivière-du-Loup, les villes de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin, les municipalités de Cacouna, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier de Vigée et Saint-Paul-de-la-Croix. Attendu que la dite entente signée à l'automne 2020 est présentement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, suite à l'addenda 1 prévoyant son renouvellement pour une année supplémentaire. Attendu qu'il n'y a pas de période de renouvellement prévue à cette entente, attendu que la Ville désire prolonger d'une année supplémentaire l'entente de service avec la MRC et les villes et municipalités parties à l'entente précipitée afin de recevoir une prestation de service similaire à cette entente. Attendu que les parties conviennent que la poursuite du projet pilote permettrait d'élaborer à long terme des participations financières avantageuses pour chacune des municipalités adhérant aux services de prévention offerts par la MRC.
En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve l'addenda 2 à l'entente intermunicipale annexée à la résolution pour la fourniture de services en matière de prévention et de sécurité incendie, projet pilote pour la desserte de la ville de Rivière-du-Loup, à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup et les différentes villes et municipalités de la MRC et autorise le maire et le directeur général à signer le dit addenda pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, c'est le service en matière de prévention incendie qui se renouvelle avec la MRC jusqu'au 31 décembre 2023. Le point 12, approbation d'un addenda 3, une entente à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. Attendu l'entente intervenue entre la Ville et la MRC de Rivière-du-Loup concernant la coordination du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie et la prévention en sécurité incendie 2020-2021, signé en juin 2021. Attendu que l'entente est toujours en vigueur suite aux addendas 1 et 2, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Attendu qu'il n'y a pas de période de renouvellement prévue à cette entente, attendu que les parties désirent prolonger d'une année supplémentaire l'entente de service à l'entente précipitée aux mêmes conditions et modalités, attendu que l'article 6 de l'entente précipitée prévoit que les parties peuvent convenir des modalités pour toute période de renouvellement. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve l'addenda 3 à l'entente de service annexée à la résolution pour la coordination du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie et en prévention en sécurité incendie à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup et autorise le maire et le directeur général à signer le dit addenda pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un prêt de service qu'on fait avec la MRC. C'est notre chef aux opérations volet prévention qui est passé, si on veut, à la MRC. Nous, on charge à la MRC le salaire de l'employé plus le 15 %. Le point 13, approbation d'un projet de contrat intervenir avec Transport Voisin Incorporé. Attendu le succès des journées ouvertes au transport collectif et adapté le 22 de chaque mois depuis 2014. Attendu l'intérêt économique, social, environnemental d'une plus grande accessibilité au transport collectif pour notre communauté et ses citoyens. Attendu l'urgence climatique et le potentiel de réduction des gaz à effet de serre du transport collectif. Attendu la pénurie de main-d'œuvre et l'intérêt de rendre plus accessibles les déplacements réguliers ne nécessitant pas l'utilisation d'un véhicule individuel. Attendu la réponse intéressante au projet pilote à l'hiver 2021 et sa suite de l'année 2022, rendant plus accessibles les passes mensuelles du transporteur local. Attendu la cohérence des mesures proposées avec les objectifs stratégiques, milieu de vie exemplaire et communauté engagée. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le projet de contrat annexé à la résolution intervenant avec Transport Voisin Incorporé visant à poursuivre en 2023 les journées ouvertes au transport pour les citoyens de la Ville et à maintenir toute l'année la réduction des passes mensuelles au transport collectif et adapté et autorise la conseillère en développement durable à signer le dit contrat pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Fait qu'en gros, dans le fond, on continue le projet. Ça représente 20 $ de réduction sur la passe mensuelle pour les gens qui prennent une passe. Fait que la Ville crédite 20 $ par passe. C'est bien évident, c'est juste pour les gens de Rivière-du-Loup. Puis aussi la journée du 22 qui est gratuite là, pour le transport collectif et adapté. Fait qu'on reconduit cette entente-là pour la prochaine année. On parle d'un budget annuel d'autour de 14 000 $ selon les estimations. Le point 15, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club La Meute. 14. C'est quoi j'ai dit? 15. Excusez. Point 14. Approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club La Meute. C'était le bon libellé, mais c'était pas le bon chiffre. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec le club La Meute concernant la tenue d'une compétition de fat bike le 10 février 2023 au parc du campus et de la Cité, autorise le maire et le directeur du service des loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le maire, pour le point 15, je me retire. J'ai un lien d'affaires avec l'organisation. C'est bon, merci. Le point 15, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de patinage artistique Les Arabesques. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service des loisirs, culture et communautaire, approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec le club de patinage artistique Les Arabesques concernant la présentation d'un événement commémoratif pour le 350e de la Ville de Rivière-du-Loup, autorise le maire et le directeur du service loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est ça. C'est dans le cadre des fêtes du 350e. Ils veulent organiser un événement là, commémoratif, le club de patinage. Puis c'est un montant là, de 10 000 $ que la Ville va donner.
Le point 16, confirmation d'une permanence au poste d'agente administrative aux ressources financières du service Finances et Trésorerie. Attendu que la période de probation de Mme Amélie Lamarre arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le directeur du service Finances et Trésorerie démontre que cette dernière répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'elle a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste d'agente administrative aux ressources financières. Attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'elle a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de sa fonction et de ses responsabilités. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, confirme la permanence de Mme Amélie Lamarre à titre d'agente administrative aux ressources financières du service financier et trésorerie à compter du 21 décembre 2022, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup, FISA. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Étant donné que c'est un poste syndiqué, je ne peux pas vous dire le salaire de l'heure que Mme Lamarre va gagner. Par contre, je peux vous dire que c'est une classe 7 qui comprend 6 échelons qui sont répartis de 25 et 28 à 31 et 60. Le point 17, confirmation d'une permanence au poste d'adjoint au sport du service des loisirs, culture et communautaire. Attendu que la période de probation de M. Vincent Laflamme arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le gestionnaire aux équipements et programmes sportifs démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste d'adjoint au sport, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de sa fonction et de ses responsabilités. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Vincent Laflamme à titre d'adjoint au sport du service des loisirs, culture et communautaire à compter du 13 décembre 2022, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au personnel cadre et personnel de soutien. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le cas de M. Laflamme, vu que c'est un poste cadre, c'est une classe 2 qui comprend 10 échelons qui sont répartis de 60 615 à 79 732. Puis M. Laflamme sera à l'échelon 2 qui représente un montant annuel de 62 489 $. Le point 18, confirmation d'une permanence au poste d'inspectrice en chef des bâtiments et en environnement du service du développement territorial. Attendu que la période de probation de Mme Josée Dubé arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le directeur du service du développement territorial démontre que cette dernière répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'elle a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste d'inspectrice en chef des bâtiments et en environnement, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'elle a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de sa fonction et de ses responsabilités. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, confirme la permanence de Mme Josée Dubé à titre d'inspectrice en chef des bâtiments et en environnement du service du développement territorial en date du 7 janvier 2023, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup, FISA. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, je vous avais dit, là, il n'y a pas si longtemps, c'était... Dans le fond, il y a eu un jeu de chaises, là, si on veut. La personne qui occupait le poste d'inspecteur-chef a été mutée sur un autre poste. Il a appliqué sur un autre poste à l'interne. Il l'a eu qui est conseiller en urbanisme. Donc, ce poste-là était vacant. C'est quelqu'un à l'interne qui a appliqué dessus, qui est Mme Josée Dubé, qui était, elle, inspectrice depuis quand même plusieurs années à la Ville. C'est un poste syndiqué, mais je peux vous dire que c'est une classe 1 qui comporte 8 échelons, entre 28 et 57 à 39 et 68. Le point 19, approbation d'un contrat de travail à intervenir avec M. Paul-René Plourde. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, approuve le contrat de travail annexé à la résolution intervenant avec M. Paul-René Plourde à titre de contremaître par intérim et l'autorise à signer le dit contrat pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un remplacement d'un contremaître qui a pris un congé sans solde pour rester à l'intérieur de la ville pour, au niveau technicien en génie civil. On avait un poste d'ouvert à ce niveau-là. Fait que la personne avait les compétences pour le faire, mais ne voulait pas nécessairement quitter son emploi de contremaître. Fait qu'elle a pris un sans solde, va essayer pendant 6 mois. Fait qu'au retour si la personne conserve son poste, si on veut, comme technicien, le poste
de technicien en génie civil, excusez, le poste de contremaître sera affiché. Puis à ce moment-là, si M. Plourde veut appliquer ou quelqu'un d'autre, il y aura une possibilité. Mais le contrat est prévu finir le 13 mai 2023. Le point 20, confirmation d'une suspension disciplinaire. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, impose une suspension disciplinaire de 10 jours sans salaire à l'employé numéro 9911. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 21, confirmation d'une suspension disciplinaire. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, impose une suspension disciplinaire de 3 jours sans salaire à l'employé numéro 8996. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Bon, le point 22, paiement des contrats d'entretien et de soutien des applications informatiques de la Ville. Il est proposé et appuyé que ce Conseil approuve le paiement des factures de PG Solutions Incorporées annexées à la résolution pour le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications informatiques de la Ville pour un total de 190 339 taxant su et ci-dessous détaillés. Donc, pour la facture numéro CESA 49 500, un montant de 35 668. Pour la facture CESA 49 635, un montant de 27 668. Pour la facture CESA 49 767, un montant de 29 818. Pour la facture CESA 51 975, un crédit de 1 860 $. Pour la facture CESA 49 911, un montant de 4 573. Pour la facture CESA 51 976, un crédit de 4 573 $. Pour la facture CESA 579, un montant de 6 627 $. Pour la facture CESA 50 346, un montant de 2 367 $. Pour la facture CESA 51 977, un crédit de 2 367 $. Pour la facture CESA 50 885, un montant de 9 865 $. Pour la facture CESA 50 989, un montant de 2 986 $. Et pour la facture CESA 51 194, un montant de 79 567 $. Édith Sanson propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Écoutez, je ne vous nommerai pas tous les montants d'argent, mais je peux vous dire que ça concerne, mettons, la première facture, entre autres, là, CESA 495.00, c'est le logiciel d'évaluation. Après ça, on a aussi tout ce qui entoure informatique au niveau de la cour municipale. On a aussi des dossiers au niveau de l'urbanisme, permis et requêtes. On a de l'inventaire d'actifs et d'opérations. On a l'hébergement Innova. Permis en ligne, première ligne avec les incendies, puis la suite financière là, qu'on a ici. Fait que c'est entre autres là, les numéros de facture, là, c'est pour si on veut, ces titres-là. Le point 23, approbation de projet d'entente de contribution. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service des loisirs, culture et communautaire, approuve les projets d'entente de contribution annexés à la résolution visant l'aménagement d'un sentier permanent pour les véhicules hors route, soit les VHR, et autorise le maire à signer l'édite entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Le point 24, contribution financière versée à différents organismes. Il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le trésorier à procéder au versement des aides financières suivantes aux organismes ci-après listés. Donc, Hétéroclite, la boîte à culture, une aide financière de 687,50 $ pour la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup, un montant de 550 $. Pour l'organisme Patrimoine en spectacle, une aide financière de 1 100 $. Pour Sparage, un montant de 550 $. Pour l'Harmonie de Rivière-du-Loup, un montant de 2 200 $. Pour le manoir seigneurial Fraiseur, soit la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand Portage incorporé, un montant de 8 800 $. Et pour la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, soit Grimpe-en-Ville, un montant de 2 000 $. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Fait que si on additionne tout ça, là, ça fait un montant de 15 887,50 $. Le point 25, approbation des comptes et salaires de novembre 2022. Il est proposé et appuyé que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste de novembre 2022 soient approuvés et payés, que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin la dite liste au montant de 4 347 132 $ et 27 sous.
André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Si je vous ventile ça un petit peu là, au niveau des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer, on en a pour 1 913 614 Au niveau des payes, la rémunération, on a pour la paye 22, la paye 23, 1 024 772 et 2 sous. Au niveau du service de la dette en capital, 1 302 000. Les intérêts, 106 746 et 25 pour un total de 1 408 746 et 25, ce qui nous donne un grand total là, de 4 347 132 et 27. Le point 26, confirmation de la participation de la Ville au programme de supplément au loyer pour le projet de conversion du monastère Sainte-Claire. Il est proposé et appuyé que ce conseil confirme sa participation au programme de supplément au loyer pour le projet de conversion du monastère Sainte-Claire à Rivière-du-Loup et accepte de s'engager dans une proportion de 10 pour les 5 premières années pour 20 unités sur les 25 unités prévues au projet, et ce jusqu'à concurrence du nombre d'unités maximum prévues à l'intérieur de la convention d'exploitation. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. On souhaite que ça soit mis en place là, en 2023. C'est un projet quand même qu'on entend parler depuis longtemps. Puis aux 10 là, du programme supplément au loyer, il faut dire aussi que la Ville avait déjà accordé un crédit de taxe là, de 35 ans pour ce bâtiment-là. Le point 27 demande au gouvernement du Québec d'accorder une aide financière aux municipalités pour contrer le contexte inflationniste. Attendu les impacts directs, indirects et difficiles de la pandémie covidoise, des conflits géopolitiques, des incertitudes économiques et des soubresauts inflationnistes sur le portefeuille des contribuables, sur les finances des municipalités ainsi que sur leur capacité de livrer les services de base et de proximité à moindre coût. Attendu que les impacts actuels et futurs sont accentués, voire aggravés par les pénuries de main-d'œuvre, l'augmentation des coûts des matières premières et par les retards des livraisons, tout secteur d'activité confondu. Attendu que parmi les rôles et fonctions des gouvernements élus démocratiquement dans les sociétés démocratiques, telles que le Québec et le Canada, consiste à atténuer le fardeau de l'inflation sur le pouvoir d'achat des contribuables, tout comme sur la capacité financière des institutions publiques municipales qui agissent à titre de gouvernement de proximité. Attendu que dans le contexte que nous connaissons toutes et tous, il serait difficile et inadéquat de taxer davantage et toujours les mêmes parties prenantes. Attendu que le pacte fiscal conclu entre le gouvernement du Québec et les municipalités n'a pas prévu de mesures d'atténuation, de rattrapage et ou de correction en cas de force majeure et exceptionnelle, lourde inflation, conflits géopolitiques qui perdurent, pénurie de main-d'œuvre, incertitudes économiques induites et exceptionnelles, déséquilibres géopolitiques mondialisés, etc. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil interpelle directement le premier ministre du Québec afin qu'il examine la possibilité de fournir une aide financière ponctuelle et substantielle aux municipalités pour que ces dernières maintiennent un niveau de taxation raisonnable vis-à-vis leurs contribuables. Juge qu'une aide financière, aide ponctuelle aux municipalités, APM, dans un contexte inflationniste accablant, de conflits géopolitiques et de pénurie de la main-d'œuvre, etc., garantira le développement des territoires sans biaiser les capacités financières immédiates institutionnelles ni le pouvoir d'achat des contribuables et parties prenantes. Interpelle l'ensemble des protagonistes d'appuyer la présente résolution, à commencer par la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec, l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, des MRC et des municipalités. Donc, les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec, que la présente résolution soit transmise au bureau du premier ministre du Québec, au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, au ministre des Affaires municipales, aux députés des territoires et aux autres forces vives, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et Communauté métropolitaine de Québec, ainsi qu'à la députée du comté de Rivière-du-Loup, Témiscouata, incluant les Basques. Carl Thériault propose. Wilson-Lepage appuie. C'est adopté. Écoutez, c'est un mouvement qui se fait à la grandeur de la province de Québec. Qu'est-ce que ça donnera, on ne le sait pas, mais c'est important, je pense, de revendiquer certaines choses. Fait qu'on y va dans ce sens-là. On sait que les coffres des gouvernements fédéraux, provinciaux, avec la TPS, TVQ, la consommation qu'il y a eu, sont quand même bien garnis. Mais nous, il reste que le seul moyen qu'on a de revenus, c'est beaucoup la taxation foncière. Fait que on veut qu'il y ait une espèce de partage, puis au moins accompagner les municipalités là, pour nous aider à travers passer
je vous dirais, ce moment pas trop facile. Le point 28, demande d'assouplissement du régime d'assurance-emploi au Canada. Attendu que le gouvernement fédéral canadien a pris la décision de revenir au régime régulier d'assurance-emploi le 24 septembre dernier, après 2 ans de règles assouplies dans un contexte d'urgence sanitaire. Attendu que le nombre d'heures assurables requis pour avoir droit aux prestations régulières d'assurance-emploi est passé de 420 heures à 700 heures le 24 septembre dernier. Attendu que ce changement provoque de l'insécurité financière pour les travailleuses et les travailleurs saisonniers qui n'ont pas été en mesure d'accumuler assez d'heures dans le délai prescrit par le gouvernement fédéral. Attendu que de nombreuses travailleuses et de nombreux travailleurs devront maintenant faire face au trou noir de l'assurance-emploi, ainsi qu'à des critères trop stricts pour avoir droit à des prestations pour lesquelles elles et ils ont eux-mêmes cotisé avec leur propre salaire. Attendu que le gouvernement fédéral promet depuis 2015 qu'une réforme en profondeur du régime d'assurance-emploi sera adoptée, que ce n'est toujours pas le cas et que les travailleuses et les travailleurs sont ainsi mal servis par le régime en place. Attendu que les finances personnelles de bien des citoyennes et de bien des citoyens ont déjà été éprouvées durant la période d'urgence sanitaire, surtout chez les femmes bas-laurentiennes, qui pourvoient statistiquement les emplois les plus précaires. Attendu que les bas-laurentiennes n'ont pas à payer le laxisme du gouvernement fédéral qui promet depuis des années de moderniser le régime d'assurance-emploi. Attendu que la ministre responsable du dossier a rencontré de nombreux groupes de travailleuses et de travailleurs au cours des 7 dernières années qui lui ont répété qu'une mise à jour du régime d'assurance-emploi est nécessaire. Attendu que les partis d'opposition de la Chambre des communes ont fréquemment offert des solutions aux problèmes liés au régime d'assurance-emploi, sans pour autant que le gouvernement n'améliore le filet de sûreté des travailleuses et des travailleurs. En conséquence, il est proposé à appui que ce Conseil demande au gouvernement fédéral d'offrir des compensations financières rétroactives aux travailleuses et travailleurs qui n'ont pas eu droit à leurs prestations depuis le 24 septembre dernier en raison d'un manque d'heures assurables à leur dossier. Que la présente résolution soit acheminée à la ministre de l'Emploi, du Développement et de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, au ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, à l'ensemble des députés fédéraux de la région du Bas-Saint-Laurent et aux députés du comté de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 29, appui à la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon 2022-2023. Il est proposé à appui que ce Conseil appuie la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon 2022-2023 initiée par l'Association pulmonaire du Québec en collaboration avec Santé Canada et l'appui du ministre de la Santé et des Services sociaux afin d'intégrer des exigences relatives au radon dans le Code de construction du Québec. Étude Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Bon, avant la période de questions, on ferait un petit tour de table. Je ne sais pas si à l'écran, on va le voir. Nous, aujourd'hui, c'était l'ouverture officielle de la bibliothèque. On a eu une conférence de presse ce matin à 10 heures. Il y avait plusieurs invités qui étaient là. Puis à partir d'une heure aujourd'hui, la bibliothèque ouvrait à tous les citoyens qui voulaient aller la visiter. C'est ça, à l'écran, on voit des photos. Je peux vous dire, bien écoutez, une image vaut 1000 mots, mais idéalement, c'est d'aller faire un tour pour la voir. Le 22 janvier 2023, le 22 janvier prochain, un dimanche de 12h30 à 16h30, il y aura une fête familiale qui sera faite à la bibliothèque. Fait que si les gens veulent venir voir ça, vous êtes les bienvenus. Puis en contretemps, bien, si vous voulez y aller avant, il n'y a pas de problème aussi. Fait que ça a été, dans le fond, ça a été un bel avant-midi. On a eu la chance aussi, écoutez, on avait invité les anciens élus qui ne sont pas là. Il y avait Mme Vignet, il y avait M. Mainville qui était conseiller municipal pendant longtemps, M. Gérald Plourde. Le conseil actuel, on trouvait important de les inviter parce qu'un projet, là, pour moi, c'est pas à la coupure de ruban là, il devient important, oui, mais d'un autre côté, quand on prend la décision de le faire, bien, c'est là, tant qu'à moi, que le go vient vraiment, puis que c'est là l'implication, puis les heures de discussion qu'on a eues à savoir on y va-tu ou on y va pas. Fait que je trouvais important de les inviter. Je pense que ça a été apprécié. Puis les membres du conseil actuel, bien, on trouvait important qu'ils soient là. Fait que ça a été fait. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire pour le point de la bibliothèque. Fait que rendu autour de table, Mme Édith, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, Monsieur le maire, et au nom de toutes et tous du Conseil, mais on tient à dire bravo et félicitations à Rivière-du-Loup, en fait, pour cette belle réussite, tant pour le marché de Noël que pour toutes les activités qui ont été organisées durant la fin de semaine dernière. Alors, bravo. Merci, Édith. Nelson? M.
Monsieur le maire. Bien. M. Drapeau, Steve? Juste rajouter sur ce que vous avez dit pour la bibliothèque, c'était beau de voir les sourires aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde, puis on pense souvent qu'il y a juste des personnes, mettons, impliquées au niveau de la bibliothèque. Il y avait plusieurs gens de la ville qui ont contribué au succès de la nouvelle bibliothèque, les travaux publics, les communications, tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Et effectivement, on invite les gens à aller voir parce que c'est plus qu'une bibliothèque maintenant. C'est vraiment quelque chose de phénoménal, puis on a quelque chose de très bien. Fait qu'on invite les gens à passer sur la rue du Rocher. Merci. Merci, Steve. Chantal? Je fais également du pouce sur les 2 activités qui ont été mentionnées. Donc, bravo à Rivière-du-Loup en spectacle et également à toute l'équipe qui a travaillé pour réaliser la bibliothèque. Les rénovations sont superbes. Ça vaut vraiment le détour pour toutes les différentes fonctionnalités, tous les différents aspects qui est possible d'explorer à la bibliothèque. Donc, voilà. Merci, Chantal. Monsieur Carl? Rien de particulier, Monsieur le maire. Merci, André. Particulier. C'est bon. Est-ce qu'on avait des retours sur des questions? Non, je pense qu'on avait pas mal fait le tour l'autre jour. Hein? Écoutez, on serait rendu à la période de questions sur l'ordre du jour. Oui, bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir. L'article 12. Oui. Approbation d'un addenda 3 à une entente intervenue avec le MRC de Rivière-du-Loup concernant le chef de prévention. Chef aux opérations. Chef des opérations. Oui. On dit le salaire plus 15 %. Est-ce que dans le salaire, ça inclut les avantages sociaux? Oui. Oui. Donc, salaire plus avantages sociaux. Oui, dans le fond, il n'y a pas de perte pour la ville là, à ce niveau-là. Merci. Merci, M. Levasseur. Sur l'ordre du jour. M. Thériault, c'était-tu pour l'ordre du jour? Pardon? Une question sur l'ordre du jour? Oui. Oui, venez. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Membre de conseil. Juste nommer votre nom pour les auditeurs. Oui, Rénal Thériault. Monsieur le maire, la chose que j'aimerais parler, c'est de le... conseil de le 26 de septembre passé, à le point 18 de l'ordre du jour, il y avait des propos par rapport à l'entreprise Bell. Oui. C'est possible, vous vous souvenez de ça? Oui, oui. Il n'y avait pas beaucoup de renseignements. À la période des questions, on parlait le service de cuivre de téléphone, qui le Bell a le monopole par rapport à le cuivre ici à Québec. J'ai parlé de 2 caractéristiques uniques de le cuivre à cet conseil. C'est si vous me permettez de répéter parce que c'est important. Le premier, c'est que ça fonctionne pas. Le cuivre fonctionne sans l'électricité. Si on a la perte d'électricité, les téléphones de service cuivre vont continuer de fonctionner. Ça, c'est pas le cas avec les fibres et les autres systèmes, malgré qu'il y a une batterie en réserve pour 4 heures. Après ça, tu ne peux pas parler à personne. Donc, c'est une caractéristique très importante avec le cuivre. Et le deuxième, c'est que le cuivre a la capacité de retrouver l'adresse de quelqu'un qui appelle à le 911 et ensuite perdre la ligne. S'il n'y a pas l'opportunité de dire l'adresse, l'opérateur peut retrouver l'adresse avec le cuivre. Et les 2 caractéristiques uniques, c'est tellement important. J'ai dit, et vous avez aussi d'accord avec ça, que dans la ville de Rivière-du-Loup, il y a beaucoup des aînés. Oui, mais je ne sais pas. Je sais qu'on avait répondu, mais par contre, je ne sais pas si vous étiez dans la salle à ce moment-là. Oui. Parce que nous, avec l'entente de Bell, ça ne changeait rien. Là. Les gens qui ont une ligne dure à la maison, ils conservent leur ligne dure. Ils peuvent faire le 911 directement avec le téléphone de maison. Ils n'ont pas besoin d'avoir un cellulaire pour le faire. Là. Parce que je sais qu'on avait répondu, nous, ça ne changeait rien à l'entente. On avait regardé avec notre directeur du service de sécurité incendie. Puis la ligne cuivre que vous parlez, là, elle demeure, là.
Il n'y a pas, je ne sais pas si M. Lagacé, vous avez d'autres choses à rajouter, mais peut-être que vous n'étiez pas là. Je suis en accord avec tout ce que vous dites, que vous avez retourné le 11 octobre à la séance. Je ne sais pas les dates, là, mais... Oui, et vous avez dit, parce que j'ai posé la question, est-ce qu'il y a un changement, quelque chose qui va changer? Non. Et M. Lagacé a dit, non, rien ne va changer. Et ça me vient actuellement. J'ai perdu mon service de téléphone en novembre, de cuivre, à la maison, soudainement. J'ai fait beaucoup des appels, des heures, avec un téléphone public, parce que je n'ai pas d'autres téléphones. Et j'ai parlé avec plusieurs agents de Bell et des gestionnaires des heures sur le téléphone. Il dit qu'il ne fait pas de réparations sur le service en cuivre s'il y a des services de fibre qui est disponible dans le quartier. Je n'étais pas content avec ça. C'est tellement important pour moi. Pour les raisons que j'ai parlé tantôt et des autres raisons que c'est tellement important. Et pour 35 années, j'avais le cuivre presque tout le temps. C'est important. Donc, j'accepte pas ça de Bell. Et finalement, il a dit qu'il va envoyer quelqu'un pour faire réparation, mais il n'a pas venu. J'ai appelé encore. Il a dit la même chose, qu'il ne fait pas de réparation pour le cuivre s'il y a fibre dans le quartier. Donc, c'est un changement. J'ai aucun renseignement en temps passé que ça, c'est le cas. J'ai aucun avis de Bell avant ça, que ça, c'est le cas. C'était perdu soudainement. Il ne veut pas faire de réparation. Est-ce que les autres citoyens devraient être troublants de cette nouvelle? Et est-ce que c'est quoi le plan de Bell? Parce qu'il ne veut pas dire rien de quel quartier a le service et quel n'a pas. Parce que pour moi, c'est tellement important que je déménage à un autre endroit pour avoir le service. Mais il ne veut pas me dire rien de le plan de Bell. C'est très frustrant. Ouais, là, je suis embêté, là. Sérieux, M. Thériault, je ne sais pas quoi vous dire, là. Mais je demande à la Conseil de faire un petit enquête. C'est quoi le plan de Bell? C'est quoi parce qu'il n'a pas dit, à mon avis, à personne son plan. Et le maire, peut-être la modification qui a été appuyée par le Conseil concernant les services de Bell au niveau de 911, c'était le CRTC, le Conseil de la radio-télévision canadienne, qui nous demandait de le faire. Ce n'était pas une demande de Bell. Première des choses. La seconde chose, écoutez, dans ce que vous expliquez, parce que vous parlez quand vous parlez de cuivre, c'est le réseau filaire. Logiquement, en tout cas, nous, on n'a pas eu d'indication que le réseau filaire, il y aurait une fin de service à ça. Par contre, les communications au Canada, ça relève du gouvernement fédéral. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en parler à votre député fédéral. C'est là où vous allez avoir une réponse. Parce qu'effectivement, la Ville, dans ça, on n'a pas beaucoup de pouvoir, là. Comme je vous dis, chaque palier de gouvernement a ses responsabilités et tout ce qui relève des communications téléphoniques, médias, etc., ça relève du gouvernement fédéral. Vous avez un député qui s'appelle Bernard Généreux. Je pense que c'est là que vous devez poser des questions. Puis s'il y a des représentations à faire, M. Généreux est un bon député, il va faire son travail. Merci pour ça, M. Lagacé. Je connais bien le travail de la CRTC. Il n'a pas aucune opinion aucune chose il va faire. Ça, c'est certain. Je ne sais pas pourquoi il est là, franchement. Ça, c'est la première chose. Deuxième, je crois que les citoyens ont le droit de l'information, de quoi le plan de Bell. Ce n'est pas un gros secret. Malgré que c'est un monopole, on est en une démocratie, je crois. On devra à le moins savoir le plan de Bell. À quel endroit il y a des fibres,
à quel il n'y a pas, c'est quand il va faire les fibres, quel endroit, quel quartier, parce que du monde comme moi, c'est tellement important, je me vais déménager, mais il faut que je sais où je peux déménager, qu'il n'y a pas le fibre, seulement le cuivre, parce que je ne veux pas que ça m'ôte ça. Et je vais dire une chose inquiétante. À peu près le même temps que j'ai perdu mon téléphone, j'ai reçu une correspondance de la régie de l'assurance maladie. Et c'est me dit que moi, j'attends encore pour une médecine de famille. Malgré que c'est 3 années et demie ici à Québec, mais la correspondance qu'il m'a envoyée, c'est un nouveau service, 811, qui est mis en place à la province. Mais c'est tellement intéressant, la dernière semaine là, que j'ai entendu, c'est qu'on ne peut pas faire des appels à 811 avec un service public, téléphone, on ne peut pas le faire. Non plus user un téléphone dans les réseaux de santé. Tu ne peux pas aller à une clinique Frontenac, un autre, pour faire un appel non plus. La seule manière d'appeler à 811, c'est avec ta téléphone à la maison ou ton appareil de traçage et écoutage. Et à le moment, j'en ai pas aucun des deux. Donc, je ne peux pas faire un rendez-vous avec un docteur ici en ville. Pour cette raison. Donc, ça dit que c'est vrai que c'est essentiel, le service téléphone. Et Bell n'a pas d'avoir le droit de dire, et sans avis, sans rien, vous n'avez pas de service. On ne fait pas les réparations. Ce qu'on fera, M. Thériault, on jasera. J'ai essayé de prendre des données. Peut-être que je pourrais appeler M. Généreux pour voir, là, mais honnêtement, vite comme ça, là, je ne sais pas comment vous aider. Là. Mais écoutez, on en jasera. Là, Comme j'ai dit, M. Maire, ouais. le moins que je veux, c'est savoir le plan en ville avec le fibre OK. Pour avoir la capacité, le droit de déménager à un endroit qui n'y a pas le fibre. OK. Parce que c'est bon ou rien, le fibre. Le meilleur service au monde, c'est le cuivre. Et la seule raison que Bell veut changer à fibre, c'est pour les profits. C'est pas correct. OK. On en jasera, là. Au pire, attendez-moi après la séance, là, puis je regarderai ce que je peux faire avec vous pour vous accompagner, là, mais vite comme Merci. ça. Merci, M. Maire. Ça marche? Merci, M. Thériault. Bonsoir à tous. Richard Bugeaud. Excusez, j'ai juste une question, M. le maire. Oui. Vous en avez déjà parlé ici. L'avancée de trottoir au coin de la rue Saint-Alexandre et chemin des Raymonds qui est problématique. Coin Alexandre, quand vous sortez de l'école ou bien de l'église, puis vous voulez tourner sur la rue chemin des Raymonds pour descendre vers le Témiscouata. Oui. Aujourd'hui, je monte chemin des Raymonds, il y avait une voiture en avant de moi, puis il y en a une qui est sortie de Saint-Alexandre et il y a des bruits de prendre un grand détour un peu plus. Lui qui est en avant de moi reculait, me frappait. Ça fait que vous n'avez déjà parlé ici, c'est un problématique. Est-ce que vous avez l'intention d'aller voir ça ou d'essayer de modifier cette avancée de trottoir-là? Bien, effectivement, on peut aller voir. Là, il y a un brigadier scolaire qui est là sur le... Oui. Es-tu à l'intersection, là, à le brigadier? Oui, à l'intersection. Okay. L'arrêt obligatoire là, qui est là. OK. Ouais, M. Lagacé, vous l'avez pris en note, là? OK. C'est beau. Merci. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Bugeaud. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions sur l'ordre du jour, on irait sur toute autre question. C'est bon? Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Mon nom est Jocelyne Godreau, du 32 rue Saint-Louis. Je suis venue ici aujourd'hui parce que je veux que vous soyez au courant de ce que nous vivons sur la rue Saint-Louis. Après le cauchemar, c'est maintenant une véritable torture. Qu'est-ce qu'on vit avec le fonçage de pieux? Je ne sais pas ce que vous savez, je sais pas si vous êtes passé dans la rue, là, mais passer une journée complète là, à entendre ça, puis quand ça dure plusieurs jours, puis plusieurs semaines, on est presque fou. Mon conjoint et moi, on est obligés de vivre dans le sous-sol parce que c'est l'endroit où c'est le moins pire, puis encore là, on l'entend, puis on sent les vibrations, puis je vous dis que... Puis on vient d'apprendre qu'on a ça jusqu'au mois de février. On vient juste de l'apprendre. J'aurais aimé ça le savoir avant, je me serais peut-être organisée pour déménager. En tout cas,
Tout ça pour dire que mes voisins immédiats, Marie Dubé, Benoît Marquis, mon conjoint et moi, on vient d'écrire une lettre enregistrée à M. Robert Cook pour lui demander, je vais vous la lire tout à l'heure, pour lui faire une demande spéciale. Je vous ai mis en copie conforme, je vais vous remettre la lettre tout à l'heure, de même qu'à M. Michael Landry, qui est le chargé de projet de Camco. Puisque Medway affirme être à l'écoute des citoyens, voici une occasion de joindre les gestes à la parole. Le bruit occasionné par certaines opérations de chantier complexe Santé Rivière-du-Loup sont carrément insupportables pour les résidents que nous sommes. Comme nous nous voyons contraints d'adapter nos activités au jour le jour afin de minimiser les impacts de ces travaux sur nos santé physiques et mentales, et je souligne physique et mentale, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre l'échéancier complet du projet. Si on savait qu'est-ce qui s'en vient, on pourrait s'organiser, prendre les mesures qu'il faut pour minimiser les effets sur nous. Pas qu'on accepte ce qui se passe, mais on veut se protéger. D'autre part, le battage des pieux actuellement en cours pourrait avoir un impact sur la structure de nos maisons. À cet égard, nous vous demandons de nous transmettre également les plans définitifs du projet, où le nombre et l'emplacement des pieux sont clairement indiqués. Nos maisons vibrent. Je vous dis, il y a des vagues dans mon verre d'eau ou dans mon café. Les verres s'entrechoquent dans mes armoires. J'ai beau me boucher les oreilles, mais je sens le sol qui vibre sous mes pieds. Alors, c'est vraiment pas intéressant ce qui se passe, qu'on s'inquiète pour nos maisons. Merci de donner suite à ces deux requêtes dans les plus brefs délais. Alors, nous signons les 4 personnes qui sont en face du complexe en question. Alors, je vous le remets. Je peux vous dire que quand les pelles mécaniques fonctionnent, que le broyeur de ciment fonctionne et que les pieux sont enfoncés en même temps, il y a de quoi devenir fou. Il faut sortir de la maison, il faut s'en aller ailleurs, puis même il faut aller loin parce qu'on l'entend longtemps. Puis j'imagine qu'ici, vous en avez les contre-coups aussi. Oui. Mais imaginez dans notre maison qu'est-ce que c'est. Puis en ce moment, là, ils sont à 30 pieds de la maison. Puis il y a des gens qui vivent là, au coin de Sainte-Anne et Saint-Louis, là, puis pour eux, c'est la même chose. Puis il y a des gens qui sont malades, qui ont la grippe en ce moment, d'autres qui ont la COVID, puis ils ne peuvent pas dormir le jour. C'est vraiment l'enfer. C'est une torture. C'est comme le torture de la goutte d'eau, là. Le supplice de la goutte d'eau. C'est exactement la même chose. Il y en a un, puis un autre, puis un autre. On peut en prendre 2, 3, mais quand c'est la journée longue, à la semaine longue, c'est ça le projet Medway. Puis on vous avait averti de ça. Mais là, nous autres, on est dedans, puis je veux que vous le sachiez. C'est l'enfer. Alors, je vous remets la lettre. Oui, Maître Desjardins, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté. Merci. Mesdames, Messieurs, Pierre Landry, 32 Saint-Louis. Monsieur le maire, j'ai sous les yeux ici le procès verbal de la séance extraordinaire du Conseil du mercredi du 2 novembre, d'accord? À l'article 4, donc, c'est la décision concernant la demande de permis de démolition de l'immeuble situé au 3133 rue Saint-Louis visant le déménagement du 4 rue Sainte-Anne. Il y a plusieurs attendus. Le 9e attendu se lit comme suit. Attendu que ce Conseil a pris connaissance de la décision du comité de démolition du 22 août 2022 et qui est en accord avec les éléments soulevés concernant notamment, alors ici, il y a 4 ou 5 picots. Je vais tout de suite au 3e picot, d'accord? Le fait que le bâtiment accessoire isolé du 3133 rue Saint-Louis est identifié comme un bâtiment d'intérêt patrimonial supérieur ou accessoire au sens du règlement 1078 concernant la démolition d'immeubles et qu'il devra être déplacé également. Et il y a le dernier picot qui dit le fait que les 10 immeubles bénéficieront de nouvelles fondations. On s'entend bien, donc le bâtiment accessoire, c'est le garage qui y avait derrière le 3133 Saint-Louis. Oui. Bon, aujourd'hui, Monsieur le maire, on a procédé partiellement à la démolition de ce bâtiment-là. J'en ai été témoin, j'ai des photographies. C'est-à-dire qu'on a enlevé la toiture, on l'a carrément jeté dans un conteneur, on a défait plusieurs autres éléments du bâtiment. On en a mis quelques morceaux, selon moi, sur une flotte. Ce que je présume, c'est qu'on va garder simplement la devanture du bâtiment en question et puis qu'on va le replacer sur le site de la rue Sainte-Anne. C'est ce que j'espère et que je présume. Mais ça ne va pas du tout dans le sens de ce qui avait été déterminé et ce qu'on retrouve dans le procès-verbal, où on dit bien que ce document devrait être déplacé
également. Alors, il ne sera pas déplacé, ce bâtiment-là. Il va être reconstruit selon le bon vouloir des promoteurs, tout ça. Alors, moi, j'aimerais que demain, parce que ça s'est fait aujourd'hui, les éléments dont je parle sont encore dans le conteneur au moment où je parle. J'aimerais que demain, il y ait un inspecteur de la Ville qui se rende sur les lieux et qui prenne témoignage de cette chose-là. Et que si il y a faute, qu'on corrige la faute en question et qu'il y ait une pénalité en conséquence, parce que... Non, vous avez raison. Il était supposé de le déménager. On ne savait pas de la façon. Remarquez, moi, j'avais demandé avec l'inspecteur, c'était une possibilité qu'il coupe comme le toit puis qu'il transporte les murs, puis après ça, qu'ils remettent le toit. Mais là, si vous dites qu'ils ont mis ça dans le conteneur... Bien, ils ont réussi à déménager à la maison. Je ne vois pas pourquoi ils ont non, pas réussi à déménager. Je sais que le garage, il tenait sur une peau de chagrin, comme on dit. Là. Il n'était pas solide. Là. Mais, tu sais, on a parlé la semaine dernière, là, parce que moi, j'avais passé, puis j'ai dit comment ça que le garage est encore là. Je pensais que ça allait se faire en même temps. Et vous savez, Hainaut Gosselin, je pense qu'ils ont démontré qu'ils ont des qualités professionnelles exceptionnelles. On était à même de s'en rendre compte. Je pense que de déménager un petit hangar comme ça, même s'il était branque-ballant, il y aurait pris des mesures pour le sauvegarder. Alors moi, je pense qu'il y a faute vraiment ici de la part de... Oui, vous avez raison, M. Lagacé, vous avez pris ça en note. On va envoyer l'inspecteur à l'urbanisme. Parfait. Pas tarder, hein, parce que le contrôleur était là aujourd'hui. J'ai aussi une lettre à vous lire, M. le maire. Ça va un peu dans le sens de ce que ma conjointe a dit tout à l'heure, mais pour nous, c'est important. C'est notre vie, là, à tous les jours. Hein. Bon. Monsieur le maire, je tiens par les présentes à porter plainte officiellement contre la Corporation Complexe Santé Rivière-du-Loup et contre la Ville de Rivière-du-Loup qui a autorisé les travaux actuellement en cours sur la rue Saint-Louis. Les opérations de pieutage qui ont lieu ces jours-ci et qui, nous dit-on, se poursuivront jusqu'à la fin février constituent une atteinte grave à la quiétude et à la santé mentale des malheureux citoyens que nous sommes et qui subissons jour après jour les contre-coups de ces horribles travaux. À l'heure où plusieurs de vos concitoyens et concitoyennes travaillent à partir de leur domicile, veulent simplement jouir d'une paisible retraite ou occupent un bureau ou un commerce en périphérie du chantier, nous estimons que ce bruit infernal constitue une atteinte directe au droit qu'a tout citoyen à la quiétude et à la paix d'esprit. Même si on évoque le caractère exceptionnel et temporaire de ces perturbations, il nous apparaît clairement que l'intensité, la fréquence et la durée de ces incessants coups de bélier viennent en contravention directe avec le droit qu'a tout citoyen à une vie normale et un environnement tolérable. Voici d'ailleurs à cet effet ce que stipule l'article 40 du règlement numéro 1794 de la Ville de Rivière-du-Loup, mis à jour le 3 juin 2013, et je le lis, article 40, interdiction de causer du trouble ou du bruit. Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, faire ou permettre que soit causé, provoqué ou fait du trouble ou du bruit ou de la musique qui importune ou trouble la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être de toute autre personne ou qui est de nature à l'empêcher de faire un usage paisible de sa propriété ou de son local d'habitation. Dans ce dossier, Monsieur le maire, avez-vous l'intention de faire respecter la réglementation municipale ou est-ce que la Corporation Complexe Santé Rivière-du-Loup pourra encore bénéficier d'un passe-droit? Écoutez, on en a parlé parce que oui, on a eu des téléphones. Là. Je sais qu'il y a une dame qui est venue rencontrer ici à la Ville jeudi, peut-être de mémoire. Là. Puis on a parlé de ça, écoutez, avec Maître Desjardins. C'est sûr que l'article que vous nous avez lu, c'est exactement ça. Par contre, au niveau de la construction, ce que j'en comprends, puis si Maître Desjardins veut compléter, c'est que ça peut être différent. C'est quelqu'un qui ferait de la musique incessamment, tu sais, qu'il y aurait un voisin là, perturbateur ou peu importe, c'est une chose. Quand il y a des projets de construction, il y a comme une espèce de zone grise là-dedans. Puis je ne sais pas, Caroline, si je l'exprime bien, là, moi, c'est un peu ça que j'ai pu comprendre, c'est que les travaux majeurs de construction, ben oui, ça l'amène ce que vous vivez, malheureusement, là. Tu sais, je sympathise avec vous, là. Même, tu sais, mais il y a ça, là, aussi, là. Ça peut être différent. Moi, je l'ai un peu compris comme ça, suite à la lecture et à l'explication que j'ai reçue. Je ne sais pas si Maître Caroline voulait compléter quelque chose à ce niveau-là. Moi, c'est ce que j'en comprends, là. Vous avez quand même bien résumé, là. C'est sûr qu'au niveau de la jurisprudence, par rapport aux travaux, dans le fond, c'est la question à se poser, c'est est-ce qu'il y aurait des moyens que ça fasse moins de bruit ou c'est un mal nécessaire?
le bruit qui s'affiche. Fait que, c'est sûr que les tribunaux vont avoir ça à se poser aussi comme question. C'est sûr que si les travaux commençaient à 5 heures du matin, bien, ça pourrait être différent, mais même la jurisprudence, je vous dirais, entre 6 et 7 heures, les bruits de camions, moi, ce qui m'avait été rapporté aussi, c'était des bruits de camions, mais la jurisprudence, il y a souvent des acquittements pour les travaux aussi, à moins qu'il y ait de l'abus et de l'exagération. Mais dans ce cas-là, dans le fond, c'est la question que le juge aurait à se poser, est-ce qu'il y aurait possibilité, en fait, de faire moins de bruit? Là? Bien, la question fondamentale, je pense, c'est est-ce que c'est tolérable d'admettre des travaux de cette ampleur-là dans un environnement comme résidentiel ou comme celui où on vit? Ça serait ça la question de fond comme tel. Oui, mais je sais que pour plusieurs projets, écoutez, quand on a fait la caserne, il y a eu du pieutage. C'est sûr que ça a duré moins longtemps parce que le bâtiment est moins gros. Mais les gens qui vivaient dans le secteur avaient le même inconfort à ce moment-là. Il y a beaucoup de travaux qui se font quand ça nécessite du pieutage, effectivement. C'est pour les voisins immédiats, ça brasse, puis c'est plate, puis c'est tannant, là. Ouais, mais tu sais, si on aurait fait le même projet ailleurs en ville, il y aurait eu du pieutage à faire aussi, vu la grosseur du bâtiment. Oui, mais là, on parle d'une période qui va s'échelonner jusqu'à la fin février, là. Nous, là, on ne peut pas vivre avec ça, là, puis on n'est pas les seuls là-dedans, là. Vous allez avoir énormément de gens qui vont se manifester, énormément de gens qui vont se plaindre parce que, honnêtement, ça n'a pas de sens, là. Nous, on est en train de réfléchir au fait est-ce qu'on va s'expatrier là, pendant les mois après Noël parce que ça n'a pas de bon sens, là. Bien, c'est pour ça que votre conjointe, ce qu'elle a demandé d'avoir les échéanciers, bon, pense de finir le pieutage quand. Ça va être important de l'avoir, même pour nous, puis après ça, qui pourrait être transmis aux citoyens qui habitent dans votre secteur. Puis peut-être que là, il y aura un plan d'action de votre côté aussi. Mais c'est sûr que nous, comme Maître Desjardins dit, même si on arriverait demain matin et qu'on dira au complexe santé Rivière-du-Loup, bien là, vous arrêtez vos travaux, vous menez trop de bruit, bien, après ça, ils vont se revirer puis ils vont nous poursuivre après. Là. Ils vont dire, écoutez, on a le droit de construire, là, on a les permis pour le faire. Oui, c'est ça, ils ont le droit de construire parce que vous avez donné les permis. Oui, effectivement. Oui. Merci, M. le maire. Merci, M. Landry. Jocelyne Godreau, je reviens encore pour compléter. Le problème, là, il vient du fait que ce secteur-là, il n'était pas fait pour ça. Il y avait des règlements pour ça, il y avait un PIA pour ça. Puis là, on construit là, à quelques pieds de maisons résidentielles. Ça n'a aucun bon sens. C'est ça le problème. Si ça avait été construit dans un autre endroit, un projet plus modeste, là où il n'y a pas de maison, il n'y a pas de gens qui vivent là, ça aurait été différent, mais le problème il est là, puis on vous le dit depuis le début, vous ne nous avez pas entendu. Vous avez accepté que ça se passe là, dans un quartier résidentiel, commercial, mais de petite taille, un projet de 9 étages qui nécessite un pieutage extraordinaire. Alors, c'est ça qu'on vit. Puis c'est de votre faute, puis je ne peux pas dire autrement, c'est de votre faute parce que vous avez appuyé un projet comme ça au mauvais endroit. Point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, Daniel Lavasseur. Bonsoir. Mettre mes dossiers à jour. Question pour M. Thériault. J'avais posé à la dernière séance concernant la rue des Cabotages que la Ville avait accepté la rue telle qu'elle était. Oui, puis j'ai envoyé quelques courriels, puis on m'a répondu, mais qu'est-ce que la Ville va faire versus les frais que ça va occasionner pour mettre une couche d'asphalte supplémentaire pour... Ah, mais je pense pas qu'on fasse d'asphalte supplémentaire, M. Levasseur. Là. Moi, ce que j'ai vu dans les échanges courriels avec vous, ça a été accepté, mais il y a pas on ne fera pas de travaux là. Bon, comme ça, on va aller prendre une petite ride tous les deux, puis vous allez voir que l'effet de... C'est pas que le terrain qui s'est abaissé, c'est que c'était comme ça quand ça a été fait, et c'est encore... Vous avez accepté ça comme ça, fait que... Parce que là, vous parliez des trous d'hommes qui étaient surélevés, là? Ils sont surélevés à peu près d'1 pouce, 1,5 pouce. Là, j'ai pas pris de rail pour mesurer, mais quand je passe avec ma voiture, ben mes roues font ça. Et ils font ça depuis que ce quartier-là a été finalisé au niveau du pavage. Puis en plus, vous avez accepté de changer
pas le plan d'urbanisation, en disant que au départ, du côté nord de cette rue-là, il y avait des blocs appartements, puis aujourd'hui, c'est des maisons rangées, des duplex, là, des doubles jumelés, des jumelés qu'il y a là. OK? Puis on va déjà creuser, refaire des entrées de d'égout pour chaque jumelé, comparer à ce qui était avant. En tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui aille voir cette rue-là, mais qu'on passe en automobile ou en bicycle dans cette rue-là, les trous d'hommes sont surélevés. Et la Ville a accepté cette rue-là comme ça. Puis j'ai parlé de la sécurité au coin de la rue du côté est de la sortie des cabotages. Là, on m'a répondu qu'on attendait après un appareil pour vérifier la luminosité du coin. J'ai pas besoin de l'appareil pour voir la luminosité du coin, juste des bons yeux. On voit que c'est pas clair, un peu comme c'était la rue des Cabotages ouest, en face de chez moi, où ça a pris... on a posé les lampadaires cet automne, puis là, c'est sécuritaire. Merci pour celle-là. Vous, M. Denis, est-ce que vous passez dans ce coin-là? C'est sûr que la réponse que moi, j'ai transmise à M. Lavasseur, que Maître Desjardins a aussi transmis à M. Lavasseur, Gérald Tremblay, directeur du service technique, a toujours été mis en copie conforme, tel que le mentionnait Maître Desjardins, et l'information que j'en ai eue. La surveillance des chantiers a été faite conformément. Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'ingénierie ou etc., mais les personnes responsables ont été avisées et ont été interpellés par rapport aux inquiétudes que vous avez. Ce qu'on nous a mentionné, c'est que dans un secteur où il y a beaucoup d'argile, lorsque ces constructions-là sont faites, il y a effectivement des mouvements. Je sais qu'il y a eu des, je vais appeler ça des rebranchements de services sanitaires, parce qu'il y a eu aussi des mouvements là-dedans. Vous vous souvenez, là, il y avait des problèmes, là, entre autres. Pas pour rien que ça a pris du temps avant qu'on accepte la rue. Ça a pris des corrections, des modifications. Il y a eu aussi de la prise d'image par caméra, si je ne me trompe pas, dans ces conduites-là. Donc, c'est un secteur qui a été problématique. Par contre, moi, ce qui me vient à mes oreilles et à mon information, c'est que les vérifications nécessaires avaient été faites. J'imagine que s'il y avait eu des problématiques plus grandes, bien, la recommandation des professionnels dans la question n'aurait pas été d'accepter les travaux. C'est tout ce que je peux ajouter. On n'aurait pas accepté de reprendre la rue, en fin de compte. C'est ça. Concernant l'éclairage, effectivement, parce que c'est beaucoup des questions de perception, je vous dirais qu'on reçoit beaucoup plus de plaintes lorsqu'on arrive au mois d'octobre, novembre, lorsque l'éclairage diminue, lorsque le temps est sombre, lorsqu'il pleut. On a ce genre de plaintes-là. Cet appareil-là, qui s'appelle un luxomètre, va mesurer l'éclairage et il y a des normes d'éclairage. Et cet appareil-là, lui, n'est pas influencé par la température, par le fait qu'il pleut, par le fait que le temps est sombre, etc. Il va nous dire quel est le luxe fait par l'éclairage et est-ce qu'il est conforme aux normes applicables en matière de sécurité dans les déplacements d'une rue. Alors, c'est à ça que va servir l'appareil, de venir nous donner une orientation très claire sur le respect de ces normes-là. OK. Concernant, vous me dites, M. Lagacé, c'est une problématique dans ce coin-là, il y a de l'argile. Ça, je peux vous le dire. J'ai fait faire des soumissions pour refaire mon stationnement. Et l'entrepreneur m'a dit qu'elle a enlevé 3 pieds d'argile pour mettre un bon fond. Comment se fait-il qu'il y a quelqu'un qui a vérifié les travaux pendant que les travaux-là ont été faits, quelqu'un de la Ville, j'imagine, et il a accepté qu'il y ait encore de l'argile versus ça? Écoutez, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un technicien en génie civil. Je peux vous demander à un technicien qui vous rappelle puis vous donne la réponse, mais moi, je ne la connais pas, très honnêtement. Et ce n'est pas mon genre de donner des réponses un peu tout croche puis de parler au travers de mon chapeau. Mais si vous le souhaitez, je peux demander que quelqu'un vous rappelle puis qu'il réponde à cette... On continue à la suite des courriels, qu'on fait suite aux courriels, s'il vous plaît. Ça va toujours nous faire plaisir. Parce que s'il va falloir une couche d'asphalte.
Ça, je peux vous dire ça. OK. Et en tout cas, moi, je demeure dans le parc quartier. Je vais passer par là. Allez virer avant qu'il y ait trop de neige. Il va falloir que j'y aille avant de rentrer au travail. Oui. Ou sur l'heure, parce que souvent, je rentre, il fait noir, puis je sors, il fait noir, mais je vais y aller 2 jours. Ça va me faire plaisir. On peut y aller de soir aussi. En passant dessus, vous allez vous rendre compte que c'est pas des bosses, là. C'est que c'est les trous d'hommes qui sont surélevés. OK. Merci. Autre question. Dans le dossier du 77 de Jonquille, est-ce que vous avez eu des développements? Écoutez, je sais qu'il y a l'architecte a déposé des plans. En sais-tu plus, Caroline? Parce que je sais ça, là, ils m'ont dit ça la semaine dernière. Là. Bien, en fait, les plans ont été déposés. Monsieur Lévesque a fait sa demande de permis, a payé les frais et l'entrepreneur est censé être sur place présentement. Je vous dirais qu'il n'y a rien qui indique qu'il y aurait un retard dans les travaux. OK. Merci pour celle-là aussi. Monsieur le maire, concernant la bibliothèque. Oui. Je vois j'ai vu à la TV c'était très beau. J'ai même le projet d'agrandissement que j'ai ici, que j'avais assisté à la présentation, c'était très beau. Mais comment peut-on justifier un coût de 10 millions aujourd'hui versus le 14 décembre 2020, on avait ajouté pour 1 155 000 des coûts complémentaires de travaux pour un total de 8 318 619. Aujourd'hui, on est rendu à 10 millions. Puis, le 26 novembre 2019, c'était 5 millions. La bibliothèque. Donc, de 2019 à 2022, on a doublé les frais. Puis, ça, c'était le 14 décembre 2020. À partir du 14 décembre 2020, qu'on a fait à 8 318 000, on a fait un emprunt. Et aujourd'hui, on va être rendu à 10 millions, quelques 100 000 qu'on a dit. Donc, on va avoir encore des emprunts qu'on va être pris pour faire dans les prochaines semaines. Non, les règlements d'emprunt avaient tous été passés. Puis à l'intérieur des prévisions budgétaires. Oui, il doit. Et là, probablement, M. Levasseur. Les frais des honoraires professionnels aussi là-dedans. Mais je pense que là, vous faites référence à l'attribution du contrat de construction et non pas du projet global qui incluait les frais d'ingénierie, les frais de surveillance, les aménagements, etc. Mais il faudrait peut-être que je retourne valider tout ça. Mais, le règlement d'emprunt numéro 2054. Oui. Qui est de l'agrandissement de la bibliothèque municipale Françoise Bédard et travaux à la Maison de la Culture prévoyant des emprunts d'une somme de 8 318 619. Oui. Ça, c'est sûr. Que je me fie à ça. En décembre 2020, ça? En décembre 2020. Oui. Puis quand on a accordé le contrat, on a fait un amendement au règlement d'emprunt. Écoutez, je vais vous sortir les détails, là, mais... présentement, quand les travaux ont été accordés versus le budget, présentement, on est dans nos prévisions budgétaires. J'attends. Je vais vous revenir avec les détails. Une petite suggestion. Oui. La semaine prochaine, on a la réunion pour le budget. Oui. Est-ce que c'est possible que la réunion du budget se fasse cette semaine, puis que la réunion de cette semaine se fasse la semaine prochaine pour qu'on puisse avoir la chance de poser des questions sur le budget? OK, vous voulez dire, mettons, pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine, pas cette année, c'est impossible. Pour l'année prochaine. Écoutez, on va le prendre en note. Il n'y a rien d'impossible. Si à l'équipe, une semaine de moins pour préparer les choses, c'est correct. Là. En tout cas, Dans le fond, si je comprends bien, il faut bien saisir. La semaine avant. Vous voulez que la séance d'adoption du budget se fasse comme la première réunion de décembre, puis qu'on fasse la régulière après. Ça va nous permettre de poser des questions pour le budget dans la semaine prochaine, on va dire. Oui. Puis vous savez que vous aurez la possibilité pareille. En plus, on va l'avoir en main, ça fait qu'on va être capable de l'analyser un peu. C'est ça. Puis dans le pire, là, janvier, là, vous pouvez toujours en poser aussi. Là. Oui, mais c'est plus tard. Okay. On a passé les fêtes. Merci. Il n'y a rien d'impossible. Jocelyne Gaudreau encore. Cette fois-ci, c'est pour faire une suggestion. C'est que j'ai appris dernièrement qu'en Ontario, quand il y avait des constructions dans des quartiers résidentiels, ils ne pouvaient pas commencer le travail avant 8 heures le matin. Puis je trouve que c'est très raisonnable. Puis si on avait ça, là, si vous pouviez passer un règlement de ce genre-là, ce serait très apprécié. Parce que 7 heures du matin, se faire réveiller par un coup de bélier, c'est pas intéressant.
Puis si vous faites le calcul, ça fait 10 heures en ligne de bruit. C'est vraiment intense. Alors j'aimerais ça, si vous pouviez y penser, s'il vous plaît. Puis, juste pour le fun, mais ils finissent plus tard le soir ou ils finissent pareil à 5 heures, savez-vous? 5 heures, mais ça fait 10 heures en ligne, ça. Tu pars de 7 heures le matin, puis tu fais du bruit jusqu'à 5 heures le soir. Ça fait 10 heures, ça. Oui, mais en Ontario, vous dites qu'ils commencent à 8 heures, mais est-ce qu'ils terminent à 5 heures ou à 6 heures, savez-vous? Ils finissent pas à 6 heures, ça, je parle de ça. Ils travaillent 5 jours par semaine. Ici, là, c'est parce qu'ils mettent les bouchées d'eau pour le vendredi pouvoir finir à midi. Ça aussi, c'est un problème. De faire autant d'heures, c'est parce que c'est très intense, tu sais. Le supplice de la goutte d'eau, c'est pas des farces, là. C'est à la longue que ça use puis que ça tombe ses nerfs. Et quand ça fait 10 heures, t'endures ça, là, c'est pas évident, là. Parlez-moi pas à 4 heures, là, n'importe quel jour de la semaine, là, parce que je vais vous sauter dessus. J'en peux plus. Fait que, déjà, de ne pas se faire réveiller par un coup de bélier à 7 heures le matin, ça serait très apprécié. Il faudrait discuter avec l'entrepreneur, là, qui change ses horaires, qui tienne compte qu'il est dans un quartier résidentiel, puis que vous nous fassiez la preuve que vous considérez notre présence aussi dans ce quartier-là. Ce serait apprécié. Là, s'il commencerait à 8 heures, vous dites, mettons qu'il travaillait le vendredi après-midi, ça ne vous dérangerait pas? Bien, c'est moins pire que se faire réveiller tous les jours de la semaine à 7 heures, tu sais. Il me semble que c'est plus raisonnable. OK. Il y en a d'autres qui m'ont parlé de ça aussi, que ça serait moins pire déjà. OK. Bien, merci. Merci. Pour terminer, j'ai un petit document sonore, si ça marche, là. De 7 heures du matin jusqu'à 5 heures le soir. OK. Ça achève. Mais chez nous, ça achève pas, ça continue tout le temps. Ces derniers jours, c'est comme ça parce qu'aujourd'hui, honnêtement, je les ai entendus, mais c'était moins. Je les ai moins. Ils l'ont-tu fait en continu, me semble, quand je sais pas. Des fois, ils arrêtent un peu, mais là, aujourd'hui, il était à moins de 10 mètres devant chez nous. Puis, une autre chose dont j'aimerais parler, là, je vous en profite, là. Peut-être que là, ils ont arrêté un peu de livrer des matériaux, mais ils vont en avoir par la suite aussi, là. Les camions stationnent sur la rue Saint-Louis, soit devant chez nous ou l'autre côté de la rue. Souvent, ils bloquent l'entrée chez nous. Et souvent, c'est arrivé beaucoup avec des camions d'Hainaut-Gosselin récemment, là. Ils vont stationner l'immense camion sur la rue pendant 1 heure et demie, avec personne dans la cabine et le moteur qui tourne. Nous, on a nos fenêtres juste en haut. Alors, le bruit, le fioul, etc., etc. Medway ont toujours dit qu'elle allait essayer d'être conciliant avec les résidents et tout, ben, qu'ils fassent un effort un peu parce que, tu sais, on est dans une période où on parle de réchauffement climatique, on parle d'environnement, tout ça, puis nous, on voit cette espèce de, après l'abattage des arbres, après la démolition des maisons, après tout ça, on voit ça continuer. Y a-t-il du monde qui sont allumés un peu dans la ville où on vit, Seigneur? Il y a une conférence actuellement sur la biodiversité, sur l'extinction de la biodiversité à Montréal, tu sais. Est-ce que tout le monde ici est aveugle, sourd, ne voit pas ce qui se passe? OK. D'autres questions? Ça va? Bien, on se revoit la semaine prochaine, là, lundi le 19, pour la séance du budget. Bonne fin de soirée.